Vous allez bien? Réussir sa vie, c'est quand même pas triste, hein? C'est un beau thème, non? Mais est-ce que c'est si simple que ça? Ce qu'on va essayer de voir, c'est que réussir sa vie, bon, c'est très personnel. Et c'est bien difficile de donner une espèce de théorie générale de la réussite de la vie, c'est même absurde. Par contre, vous avez vu l'autre morceau du titre, c'est réussir l'entreprise. Et quand vous êtes tous des hommes et des femmes d'entreprise, ben, c'est bien difficile de réussir sa vie si on ne réussit pas son entreprise et vice-versa. Il y a donc une corrélation forte entre les deux. Moi, ce que j'aimerais bien vous proposer, c'est de réfléchir un peu à ce qui est en train de nous arriver. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quand même un peu de tumulte autour de nous depuis quelques années. Hein, on peut même franchement dire que c'est un sacré bordel. Et la question c'est, on fait comment pour s'y retrouver là-dedans? On fait comment pour trouver son chemin? Son chemin d'entrepreneur, son chemin de manager, son chemin d'homme et de femme. Et bien c'est vers ça que je vais essayer de me tourner maintenant et de vous proposer un certain nombre de regards. Un m'a dit 60 minutes, pas 60 minutes. Vous connaissez un. 60 minutes, et puis après on pourra discuter un petit peu entre nous. Et bien ces 60 minutes, j'aimerais bien les consacrer à différents thèmes qui se complètent. Et le premier, c'est d'essayer de vous mettre un peu dans le contexte pour comprendre ce qui est en train de nous arriver. Parce que soyons clairs, de deux choses l'une. Ou bien le tumulte dans lequel nous sommes est un tumulte qui n'a ni queue ni tête, qui n'a aucun sens, qui est une fatalité, qui est absurde, ça nous tombe sur la gueule, il faut faire le gros dos et essayer de survivre. Ou bien ce tumulte qui nous entoure, qui nous secoue, est un tumulte qui a une logique, qui a une explication, quelque part décryptée. Bah, c'est évidemment la seconde option que je vais prendre, parce que sur la première, il n'y a pas grand-chose à dire, fondamentalement. Hein, donc, je vais plutôt prendre la seconde. Et la seconde, c'est consiste à essayer de vous montrer un petit schéma que certains d'entre vous connaissent déjà. C'est celui-là. Ça, c'est ce qui est en train de nous arriver. C'est clair, non? Ou à peu près clair. En fait, pour dire les choses le plus clairement possible et le plus pragmatiquement possible, nous sommes, comme tous les 550 ans en moyenne dans l'histoire de l'humanité, nous sommes à la croisée des chemins. C'est-à-dire que nous sommes en train de sortir d'une logique socio-économique qui est usée, qui ne peut pas aller plus loin, qui est en bout de course, dans toutes ses dimensions, et elle est progressivement remplacée par une autre, qui sera celle que nous avons à construire pour nos petits-enfants. Et donc, vous voyez là deux courbes, une courbe rouge qui est déclinante, qui est l'ancien paradigme, pardon du mot, l'ancien paradigme qui est déclinant, et puis vous voyez une autre courbe qui est la courbe verte, et cette courbe verte est en train de monter, et c'est le système humain dans lequel nous entrons et que nous sommes en train de créer. Et vous voyez ces deux systèmes, ben, ces deux logiques se croisent à un moment donné. Il y en a une qui décline de plus en plus, il y a l'autre qui monte, et au moment où ça se croise, ben, vous voyez bien l'image, hein, ce sont deux fleuves qui descendent toutes les deux de deux montagnes différentes et qui convergent vers la même vallée. Représentez-vous ce que c'est. Deux fleuves qui déboulent et qui se rejoignent dans la même vallée. Ça éclabousse partout, c'est du tumulte, c'est des tourbillons. Ben, c'est ce que nous vivons. Ce que nous appelons la crise ou les crises, ben, ne sont en fait que les manifestations du choc de ces deux logiques antagoniques. Et quand il y a choc, quand il y a heurts, ben, il y a tumulte. Et vous voyez cette espèce de cercle de couleur bizarroïde qui est au centre du dessin, eh bien c'est la zone de grande turbulence. La zone de grande turbulence, c'est celle que nous vivons. Que nous vivons en gros depuis la première crise pétrolière, 1973, si vous voulez bien me souvenir, et qui durera probablement jusque vers 2025. Donc autrement dit, soyons clairs et agressifs. Ceux qui vous disent que la sortie de la crise, que la reprise, c'est pour dans 6 mois, dans 9 mois, dans 12 mois, dans 15 mois, de deux choses l'une. Ou bien ce sont des ignares, ou bien ce sont des menteurs, ou bien ce sont les deux à la fois, c'est-à-dire un ministre de l'économie ou un redressement progressif. Productif, paraît-il. Ça veut dire que nous sommes dans une zone de grande turbulence.
Et ça veut dire qu'il faut choisir son camp. Et voilà la première des grandes options à prendre pour réussir sa vie, pour réussir son entreprise, c'est de savoir dans quel camp on va vivre. Est-ce qu'on va vivre dans le camp de l'ancienne logique déclinante, ou est-ce qu'on choisit avec courage et avec détermination de rentrer dans la logique émergente? Parce que c'est maintenant qu'il faut choisir. Le monde de la courbe rouge, il est mort, il décline. Il est en train de sortir de la scène, il devient de plus en plus marginal. Et il y a une autre logique à construire, et c'est la personne ne la fera à notre place. Alors regardez ce graphique avec les yeux de la courbe rouge. C'est ça que vous entendez le matin quand vous entrez dans votre voiture en ouvrant votre poste de radio. C'est ça que vous lisez quand vous lisez éventuellement un article de votre journal préféré à midi. C'est ça que vous entendez et que vous voyez aux 20h le soir. C'est cette description de ce déclin de cette ancienne logique socio-économique. Normalement, si vous êtes mentalement constitué, eh bien, à 21h, après avoir reçu ce flot d'informations, vous êtes bon pour le suicide. Tous les jours. Pourquoi? Qui nous parle? Ben, qui nous parle? Ce sont les institutions de pouvoir de l'ancienne logique, donc de la courbe rouge, qui, quelque part, regardent le monde avec leurs yeux de l'ancienne logique. Et voient ce monde décliner. Et voient ce monde de plus en plus difficile à mener avec une tendance à la décroissance évidente. Et donc, si vous regardez ce schéma avec les yeux de la courbe rouge, vous constaterez immédiatement qu'il y a de quoi être extrêmement optimiste quant à l'avenir du pessimisme. Mais, regardez ce même schéma, j'ai rien changé. Regardez ce même schéma, regardez-le avec les lunettes de la courbe verte. Vous voyez ça? Ça arrive une fois tous les 500 ans à peu près. Et ça tombe sur nous. Elle est pas belle, oui? Tous les 500 ans, on a tout à réinventer et c'est maintenant. C'est pas un cadeau, ça? Qui a des gosses à l'école ici? Vous n'avez pas l'impression qu'il faut réinventer un tout petit peu l'école? Qui a vécu les dernières élections et les avant-dernières élections? À peu près tout le monde. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il faut aussi réinventer la politique? Qu'il faut réinventer le vivre ensemble? Vous êtes tous des hommes et des femmes d'entreprise. Tous les jours, vous réinventez l'entreprise. Tous les jours, vous réinventez le management. Anne le sait mieux que quiconque. On le sait aujourd'hui. Le patrimoine fort, j'y reviendrai tout à l'heure, le patrimoine central de l'entreprise, c'est l'intelligence humaine. Toutes les intelligences humaines. C'est son métier. Mais c'est une réinvention du management que ça implique. C'est pas seulement acheter des machines à faire tourner le plus vite possible. C'est gérer de l'intelligence. Et gérer de l'intelligence, ça ne se gère pas comme des boîtes de conserve, pour reprendre l'expression de la femme de ma vie. Donc, autrement dit, on est bien à la croisée des chemins et j'ai une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que la courbe rouge que vous voyez là, elle est déclinante définitivement. Je suis physicien, je suis thermodynamicien, je parle dans mon vocabulaire à moi, un système complexe est sorti d'équilibre, c'est irréversible. Il décline. C'est un petit peu l'idée, si vous voulez, ceux qui vous parlent de la reprise, et encore faudrait-il parler de la reprise de quoi? Mais bon, quand on parle de la reprise, c'est un petit peu comme si moi, sur ma ligne de vie, la droite devant moi, tous les jours, je marche, j'avance dans le temps. Et puis à un moment donné, je m'aperçois non. Dans le fond, non. J'arrête. J'arrête de vivre. Je retourne et je retourne dans le vent de mort. Ça ne marchera pas. Je suis un système irréversible. Vos entreprises sont des systèmes irréversibles. L'économie mondiale est un système irréversible. Il n'y a pas de retour en arrière. La reprise, c'est un mythe. D'ailleurs, reprise de quoi? Je répète, dans la bouche de ceux qui parlent, la reprise, c'est la reprise de la logique de la courbe rouge qui devrait, selon leur dire, se redresser et redevenir comme avant. C'est faux. C'est juste faux.
La courbe rouge est définitivement déclinante et il faut tous les jours inventer la courbe verte, la courbe qui permettra de réinventer l'économie, de réinventer la société, de réinventer tout ce qui fait notre bonheur de vivre et notre réussite de vie. Nous y et la réussite de nos entreprises. Parce que les entreprises qui choisissent de continuer sur la courbe rouge, ça ne donne pas cher de leur peau. Hein. Moi, j'aime bien faire une petite image. Moi, elle me plaît bien. C'est de me souvenir d'un film de Steven Spielberg qui s'appelle Jurassic Park. Vous vous en souvenez? Waouh! Au début du film, quand on est sur l'île, vous vous souvenez ça? Il y a une magnifique vallée, toute verdoyante, et puis il y a le premier troupeau de dinosaures qu'on découvre dans le film, qui déboule. Bah oui, c'est Jurassic. Les dinosaures étaient les rois de la création, des bêtes énormes. Personne ne les égalait. Ils étaient les rois de la fête. Et puis, ben Spielberg, il a fait une erreur. Il n'a pas baissé la caméra. Il n'a pas regardé entre les pattes des dinosaures, parce que là, il y avait un petit lémurien, pas plus grand que ça, qui essayait de se faufiler entre les pattes des dinosaures pour essayer de survivre avec les miettes qui tombaient des bouches énormes de ces dinosaures. Et puis, après le Jurassique, on est dans le Crétacé. Dans le Crétacé, tous les dinosaures disparaissent très vite. Pourquoi? Pas parce qu'il y a eu une météore qui est passée tout près ou qui a heurté la Terre, on ne sait pas très bien, et qui a fait qui a enclenché une perturbation météorologique tellement forte que les dinosaures n'ont pas réussi à s'adapter, ils sont morts. Et pourquoi ils n'ont pas réussi à s'adapter? Ben, regardez un dinosaure. C'est un animal avec un énorme cul, avec un énorme ventre, avec une énorme queue et une toute petite tête. Ça s'appelle le CAC 40. Inadaptable. Le temps que l'information fondamentale parte du contact avec la réalité et remonte jusqu'au petit cerveau, et que le petit cerveau comprenne, mouline un peu et renvoie une information, il faut un temps fou. C'est trop tard. Par contre, le petit lémurien dont je vous parlais tout à l'heure, ah, celui-là, qu'est-ce que je suis content qu'il ait réussi à survivre. Vous savez pourquoi? Parce que biologiquement parlant, ce petit lémurien, c'est notre ancêtre. Et si les dinosaures n'avaient pas disparu de la planète, eh bien nous, les humains, nous n'aurions jamais existé sur cette planète. Eh bien en économie, c'est la même chose. Il faut que les dinosaures disparaissent et il faut que les lémuriens triomphent. Et c'est maintenant. C'est ça la logique de la courbe verte. Voilà, donc à vous de choisir. Réussir votre vie, réussir votre entreprise, c'est maintenant. Ça me rappelle quelqu'un. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut choisir, parce que personne ne le fera à votre place. Votre responsabilité est immense. Parce qu'on ne changera plus jamais le monde. Mais chacun peut changer son monde. Et c'est de ça dont on parle ici. On n'est plus dans un processus top-down, on est dans un processus bottom-up. Alors, concrètement, ça voudrait dire quoi tout ça? Parce que c'est bien gentil de poser l'hypothèse qu'on est en pleine bifurcation. Dans mon vocabulaire technique à moi, ça s'appelle une bifurcation, ce bidule-là. Hein? Dire qu'on est en pleine bifurcation, c'est bien, mais concrètement, ça se traduit comment? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sur la courbe verte? Qu'est-ce qu'il faut faire pour inventer le monde de demain et s'échapper au monde qui disparaît? Ça, c'est une bonne question. Eh bien, il y a 5 réponses. Et les 5 réponses, elles sont prises ici. C'est les 5 dimensions de rupture que nous sommes en train de vivre. Nous sommes en train de vivre une époque de grande rupture, avec un S à grande et un S à rupture. Nous sommes en train de vivre 5 ruptures irréversibles qui font que nous sommes en train de basculer dans un autre monde. Eh bien, allons-y voir. Première rupture, c'est sur les ressources. Juste il n'y a pas très longtemps, toute l'économie humaine était basée sur l'idée simple que le réservoir de ressources dont l'homme avait besoin pour faire sa vie sur Terre était infini, illimité, inépuisable. Et c'était vrai. C'était vrai du temps de Louis XIV, quand nous étions 600 millions d'êtres humains sur Terre. En 1800, nous étions 1 milliard d'êtres humains sur Terre.
En 1900, nous étions 1,7 milliard, et puis ça délire. En 2000, nous sommes 6 milliards, nous venons de dépasser les 7 milliards et demi, et nous serons entre 9 et 10 milliards en 2050. Vous voyez la courbe que ça donne. Il ne faut pas être très très fort en mathématiques pour se rendre compte que ça s'appelle une exponentielle vachement croissante. Et croissante pourquoi? Ben parce que le 19e siècle, parce que la révolution industrielle, parce que la révolution hygiéniste, nous avons réussi à dompter des quantités, des densités d'énergie jamais atteintes jusque-là, et nous avons réussi à comprendre le mécanisme des maladies fondamentales qui a permis d'allonger l'espérance de vie et surtout de diminuer la mortalité infantile. Tout ça, c'est au 19e siècle. La colonisation européenne exporte tout ça dans le monde entier. C'est parti. Donc, 9 à 10 milliards en 2050. Je peux vous faire peur? Oui? Vous êtes sûr? On a fait des calculs simples qu'on a refait avec différents centres de recherche avec lesquels je travaille. Et on s'est dit, tiens, au fait, dans les ressources dont nous avons besoin pour fonctionner, il y a des ressources épuisables et des ressources non épuisables, des ressources renouvelables et des ressources non renouvelables. Jusque-là, je pense que tout le monde est d'accord. Et par définition, une ressource non renouvelable, elle s'épuise un jour. Bien sûr, il suffit d'écouter les mots. Et la question qui se pose, c'est, tiens, en fait, le jour où tous les réservoirs de ressources non renouvelables sont épuisés, il ne reste plus que les ressources renouvelables. Et celles-là, nous n'en sommes pas. En gros, pour 95%, c'est l'énergie solaire et tous ses dérivés et toutes ces transformations. On n'est pas maître de ça. Donc c'est donné. Et la question à 5 ans, c'est, tiens, en fait, combien d'êtres humains peuvent vivre sur Terre rien qu'avec les ressources renouvelables? C'est une question intéressante, non? C'est une question politiquement incorrecte, donc pertinente. Et le résultat des calculs, je vous passe les hypothèses, je suis prêt à en discuter avec vous quand vous voulez. Le résultat des calculs, c'est tout simple. C'est maximum 2 milliards d'êtres humains sur Terre. Donc ça veut dire que nous sommes aujourd'hui 5 milliards et demi de trop, et qu'en 2050, nous serons 8 milliards de trop. Je pense qu'on a un souci. Et on a un souci, peut-être, parce que dans le fond, si c'est dans 10 000 ans que ça s'épuise, c'est pas bien grave. Si c'est demain matin, c'est un peu plus ennuyeux. Ben, j'ai une deuxième mauvaise nouvelle. Vous voulez l'entendre? C'est qu'en gros, sur la majorité des ressources matérielles indispensables, nous sommes déjà entrés dans une logique de pénurie. Ce qui ne veut pas dire que c'est épuisé. Ça veut simplement dire qu'aujourd'hui, pour la plupart de ces ressources, la demande est définitivement supérieure à l'offre. C'est ça que ça veut dire. Et pour ça, ben, il y a quelques exemples à donner. Et je crois que c'est bon de les avoir en tête, parce qu'on nous parle beaucoup des problèmes de pénurie d'énergie, etc. Et je ne veux certainement pas les négliger, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, en termes de pénurie, c'est quoi à votre avis? C'est l'eau, mais bien sûr, c'est l'eau douce. L'eau douce, c'est une catastrophe à l'échelle mondiale. Et la deuxième pénurie majeure aujourd'hui, ce sont les terres arables, qui diminuent en surface et en épaisseur, en richesse. Et les troisièmes, c'est plus subtil, mais c'est tout aussi pernicieux, ce sont les métaux, surtout les métaux non ferreux, certains d'entre eux en tout cas, et ce qu'on appelle dans le tableau de Mendeleev, pour ceux qui se souviennent de leur cours de chimie d'il y a bien longtemps, les terres rares. Vous allez dire, mais qu'est-ce que tu viens foutre avec les terres rares? Oh ben c'est tout simple, c'est que tout ce qui est électronique ici, dont nous avons besoin impérativement tous les jours, nécessite des terres rares pour avoir une conductivité la meilleure possible. Ces terres rares sont à dose homéopathique dans les circuits, ça veut dire qu'on ne peut pas les récupérer, et que la nature ou Dieu ou qui vous voulez a fait que toutes ces réserves de terres rares sont en Chine. Voilà, donc au niveau de ces ressources, eh bien, nous sommes dans une logique de pénurie. Ça ne veut pas dire une logique d'épuisement, ça veut simplement dire que la demande est supérieure à l'offre. Cela étant posé, quelle est la bonne manière de réagir? Premier critère de réussite de la vie ou de l'entreprise, c'est de rentrer dans une logique de frugalité. Ça, c'est un mot qu'on déteste. Surtout que quand on sait que quand Annie va fermer sa gueule, on va retourner là-bas et on va avoir un cocktail sympa, etc. La frugalité, c'est pas drôle. Sauf que j'ai jamais dit que la frugalité, c'est l'apologie de l'anorexie. Et essayez de rentrer dans ma définition de la frugalité. Je dis la frugalité, c'est moins
mais mieux. Dans toutes les dimensions de la vie. Moins, mais mieux. Essayons de réfléchir. Consommer moins, mais mieux. C'est pas une bonne idée, ça? Deuxième idée. Travailler moins, mais mieux. Vous signez ça? Oui? Moins mais mieux. Travailler moins mais mieux. Imaginez, troisième dimension. Communiquer moins mais mieux. Ça veut dire quoi? Plutôt que de recevoir 250 mails tous les jours qui servent à rien, j'en reçois 15 qui sont utiles. C'est pas une bonne idée, ça? Alors on est dans l'entreprise. Imaginez encore. Investir moins mais mieux. Produire moins mais mieux. Réfléchir plus mais mieux. C'est la première contradiction avec la règle. Bon, donc voilà, vous avez bien compris que la frugalité, ça vaut la peine d'y réfléchir. Pourquoi? Ben parce que qui dit moins mais mieux, mieux c'est de la qualité en plus. Vous êtes tous preneurs de qualité en plus. Et moins, ça veut dire qu'on fait des économies. C'est pas une bonne idée, ça? Hein? Bon, donc ça vaut la peine d'y réfléchir. La frugalité, ça concerne toutes les dimensions de la vie personnelle et de la vie entrepreneuriale. Ça coûte rien, ça rapporte. Et ça augmente le niveau global de qualité. Qu'est-ce qu'on attend? Deuxième idée, c'est la deuxième dimension, la deuxième grande rupture, c'est une rupture qui est passée presque inaperçue. Dans cette salle, qui n'utilise pas de téléphone portable? Dans cette salle, qui n'utilise pas d'ordinateur? Qui n'utilise pas Internet? Qui ne se branche pas tous les jours? Qui n'utilise pas sa messagerie électronique? Vous m'avez compris. J'essaie simplement de dire que notre vie a changé. Regardez-nous vivre. Dans notre vie privée, dans notre vie professionnelle, tout a changé. La numérisation est partout, a tout transformé. Et ça s'est fait à pas de pas. Personne ne s'en est rendu compte. Personne ne vous a violé. Personne ne vous a obligé à rentrer dans ces technologies et elles sont omniprésentes à tel point que certains d'entre vous peut-être en sont complètement accros. Et dites-moi un peu, ça date d'il y a longtemps cette affaire-là? Ben non. Si on veut prendre une date symbolique intéressante, c'est 1983. C'est le moment où les ordinateurs personnels sont arrivés de manière massive sur les marchés. Et 1983, mes petits-enfants, c'est hier matin. Qu'est-ce que je dis hier matin? C'est ce matin à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Vous ne pourriez pas vivre, et moi non plus, sans la toile, sans Internet. La toile, c'est une invention, un chien dit quand même, une invention de physiciens du CERN à Genève, donc européenne et non pas américaine, comme beaucoup le croient. La toile a été inventée au CERN à Genève, en quelle année? En 1993. Il y a 20 ans. C'est quoi 20 ans? C'est juste rien. C'est juste rien. Et tout ça s'est passé très vite et très doucement. Tout est changé. Et comme le répète avec beaucoup de talent mon ami Michel Serres, il dit bah, c'est la troisième grande révolution informationnelle de l'histoire de l'humanité. La première, c'était il y a 10 000 ans, quand on est passé de l'oral à l'écrit, on a inventé des alphabets. Colossale révolution. La seconde, c'est la Renaissance, c'est 1454 si ma mémoire est bonne, c'est Gutenberg, c'est l'application des caractères mobiles que les Chinois avaient déjà inventé bien avant d'ailleurs à l'imprimerie européenne qui a accompagné tout l'humanisme et toute la Renaissance, et puis nous vivons la troisième. C'est le passage en fait de l'imprimé au numérique. Et vous allez peut-être me dire, attends, t'es bien gentil, mais ça change quoi? C'est jamais qu'une technologie. Ah non, que dalle. Faux. Et je vous en donne une indication intéressante. Imaginez que je vous donne un texte que vous connaissez tous. Par habitude, je prends le tombeau et le renard de Jean de La Fontaine. Et je vous le donne sous une forme parfaitement identique dans ces deux versions. Avec la même typographie, avec la même mise en page. Exactement. Exactement identique, sauf que une version, je vous la donne sur papier, l'autre version, je vous la donne à l'écran de votre ordinateur. Et vous allez me dire, Marc, t'es gentil, mais ça ne change rien. Et là, je rigole. Ça change tout.
Parce qu'on sait aujourd'hui que si on vous implante des électrodes un peu partout dans le crâne, eh bien, selon que vous lisiez le corbeau et le renard sur papier ou selon que vous le lisiez sur votre écran, ce n'est pas du tout les mêmes zones du cerveau qui travaillent. Mais pas du tout alors. Donc ça veut dire qu'il y a des conséquences, mais colossales derrière ça. Ça veut dire que nous tous ici, je pense, on est des enfants du papier. Je dis par là qu'on a appris tous. La grande majorité de ce qu'on sait, on l'a appris dans les livres, dans les écrits, sur le papier imprimé, sur le papier écrit, etc. Donc nous avons une conformation mentale qui est liée au papier. Donc nous avons une grille de lecture du monde qui est liée au papier. Et nos enfants peut-être déjà, et nos petits-enfants très certainement, eux ce sera juste le contraire. 80% de ce qu'ils vont acquérir, ils vont l'acquérir à travers l'écran. Donc leur configuration mentale sera radicalement différente de la nôtre, et donc leur grille de lecture du monde sera radicalement différente de la nôtre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça commence déjà. Hein. Donc très clairement, on est bien là devant une révolution colossale. Et cette révolution, ben, elle a des conséquences, et elle appelle une demande. Elle appelle, pardon, une réponse. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir sa vie, pour réussir son entreprise, face à cette mutation technologique colossale qui passe du mécanique au numérique? Ah ben, c'est pour comprendre quelque chose que l'on a très bien comprise, c'est que maintenant les patrimoines les plus stratégiques de l'entreprise sont les patrimoines non plus matériels mais immatériels. Ça veut dire que ce qui fait la différence, ce qui produit de la valeur économique, ce ne sont pas les machines qui crachent des produits standards, c'est l'intelligence qu'on met dans tout ce qu'il y a autour. Et que c'est l'intelligence qui fait valeur. Toutes les intelligences, attendons-nous bien, je ne parle pas d'intelligence intellectuelle pure, conceptuelle, logique, je vous parle de toutes les formes d'intelligence. L'intelligence intuitionnelle, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle, ou cette magnifique intelligence, si joliment et poétiquement appelée par les compagnons du devoir, l'intelligence des mains. Ce sont toutes ces formes d'intelligence qui font valeur aujourd'hui. Être capable d'avoir des idées. Être créatif. Être adaptatif. Être réactif. Avoir l'intelligence collective en termes économiques, en termes d'innovation. C'est colossalement important aujourd'hui, vous le savez tous. Mais j'ai un problème. Ça vaut combien en euros une idée? Ça vaut combien en euros un talent? Donc nous sommes bien là devant quelque chose de très ennuyeux pour les managers professionnels classiques. C'est qu'on sort complètement du monde du quantitatif et on rentre dans le monde de la gestion et de l'optimisation du qualitatif. Comment on fait ça? Moi je me souviens, j'ai fait un MBA il y a bien longtemps. Un des premiers cours que j'ai eu, il y a une phrase mémorable qui est restée gravée dans les reins de ma mémoire. Et cette phrase était la suivante, je vous assure, c'est même pas une histoire. C'est une conviction du professeur qui disait « Ce qui n'est pas quantifiable n'existe pas ». Ah ben putain, il n'y a pas grand-chose qui existe alors. Hein. Regardons-nous vivre. Les grandes décisions que nous avons prises, soyez honnêtes. Alors, regardez-nous vivre. Les grandes décisions de choisir tel type d'études plutôt que tel autre, de choisir tel type d'entreprise plutôt que tel autre au premier emploi, de choisir tel conjoint ou tel autre, de choisir de faire ou pas des enfants avec le dit conjoint. Mettez tout ça ensemble, regardez-le honnêtement. Est-ce que vraiment ça a été des décisions rationnelles, logiques, intelligentes? Quand vous avez été dragué votre conjoint, est-ce que c'était dans un dancing avec un tableur Excel en main, avec 47 critères, des échelles entre 0 et 10, avec des moyennes sophistiquées et pondérées, de manière à savoir quelle était l'optimale? Bien sûr que non, mais bien sûr que non. Vous êtes dans votre vie quotidienne, parce que la révolution numérique vous y pousse, vous êtes dans la vie quotidienne, poussé de plus en plus à prendre des tas de décisions sur le mode intuitif, sur le mode instinctif, sur le mode expérientiel, et plus du tout sur le mode rationnel. Il faut être honnête. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que cette montée en puissance
de l'immatériel, de manière générale, toutes les formes d'intelligence, de talent, de compétences, de savoir-faire, etc., etc. Tout ça qui fait le trésor central et stratégique de l'entreprise, tout ça qui n'est pas quantifiable, tout ça fait que nous avons à changer radicalement nos modes de management. Le problème aujourd'hui n'est plus la gestion mécanique des patrimoines matériels. C'est nécessaire, mais plus du tout suffisant. Il faut en plus ajouter une couche de plus en plus importante de management, d'optimisation des patrimoines immatériels. Ah, et ça change les règles du jeu. Je vous donne juste une définition pour le plaisir des mots, mais derrière ça, je vous assure qu'il y a une méditation à avoir. Les patrimoines matériels, ce sont les patrimoines qui s'usent lorsqu'on s'en sert. Vous êtes d'accord? Les patrimoines immatériels sont les patrimoines qui s'usent lorsqu'on ne s'en sert pas. Vous avez des talents autour de vous, des intelligences autour de vous, des compétences autour de vous. Si vous ne les utilisez pas, elles finissent par s'étioler, par disparaître. Et vous les payez tous les mois, c'est cool quand même. Donc encore une fois, et Anne le sait encore bien, c'est que ce patrimoine-là, c'est le patrimoine de guerre de votre entreprise, c'est votre trésor de guerre d'entreprise. Et ça, nous sommes mal armés, en général, pour le gérer. Parce qu'on n'a pas appris. Parce que ça ne faisait pas partie des meubles au moment où on est monté en puissance. Donc, une notion d'immatérialité qui est vraiment colossale. Troisième critère pour réussir son entreprise et réussir le passage de la courbe rouge à la courbe verte, c'est d'accepter la complexité du monde. Alors, jusque-là, je veux bien vous pardonner de faire la confusion entre complexité et complication. Mais dans 5 minutes, je vous pardonnerai plus jamais. La complexité, c'est quoi? C'est la capacité qu'a un système de faire interagir toutes ses composantes entre elles. Et grâce à ces interactions, de générer de la valeur. La complexité génère de la valeur. La complexité, c'est la lourdeur d'une usine à gaz. La complication, c'est la lourdeur d'une usine à gaz. La complexité, c'est le génie et l'intelligence. La complication, c'est l'administration. C'est pas du tout la même chose. La complexité engendre de la valeur, la complication consomme de la valeur. Donc il faut bien comprendre que notre rôle dans ce monde de plus en plus complexe est de faire monter les niveaux de complexité de nos entreprises. Donc autrement dit, d'augmenter le niveau d'interaction entre toutes les composantes. Donc autrement dit, pour le dire beaucoup plus concrètement, c'est de passer des modèles organisationnels, hiérarchiques ou pyramidales à des modèles organisationnels de type réseau. C'est ça. Le réseau, c'est quoi? Et la hiérarchie, c'est quoi? Oh, ben écoutez, moi je suis un matheux, donc vous savez, on est toujours un petit peu déformé quand on est matheux. Hein, et moi je me dis, tiens, c'est bizarre, depuis si longtemps, depuis des milliers d'années, c'est le modèle hiérarchique qu'on utilise pour les organisations humaines. Regardez autour de nous. Il y en a plein de hiérarchies. Et qu'est-ce que vous avez... Et je pose la question alors, mais pourquoi donc est-ce ce modèle-là qu'on a choisi? Ah ben c'est tout simple, parce que c'est une réponse mathématique à un problème mathématique. La pyramide hiérarchique, autrement dit l'arborescence linéaire, comme disent les matheux, hein, l'arborescence linéaire, c'est la manière de relier tous les éléments d'un ensemble entre eux avec le nombre, écoutez bien parce que là on est à l'essentiel, avec le nombre minimum de relations. Ah, le nombre minimum de relations, donc le nombre minimum d'interactions. Et ça, on comprend bien. On comprend bien que, économiquement parlant, c'est le meilleur modèle, vu que moins il y a de relations à entretenir, moins ça coûte cher en temps, en énergie et donc en argent, et qu'en plus de ça, pour celui qui est en haut de la pyramide, il sait une chose, c'est que plus il y a de transactionnel, plus il y a de transversal, pardon, plus il a d'emmerdement, divisé pour venir. Donc on est bien dans un modèle qui fonctionne bien à une condition. À une condition. C'est que l'environnement s'installe tranquille, calme. C'est plus du tout notre cas. C'est plus du tout notre cas. On est dans un monde complètement effervescent. On est dans un monde qui se complexifie à la vitesse de l'éclair, et évidemment la révolution numérique n'y est pas étrangère, ça va de soi. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, les mêmes mathématiciens répondent, c'est très simple,
Vous enlevez le mot minimum, vous mettez le mot maximum. Il faut donc, pour avoir une réactivité maximale, d'avoir un nombre maximum de relations entre les éléments de l'ensemble, entre les constituants du système. Ben, ça s'appelle un réseau. Ça s'appelle simplement un réseau. Point. Donc, autrement dit, nous devons apprendre, nous, à faire la transition entre du hiérarchique et du réticulé, et c'est pas simple. C'est pas évident. C'est un tout autre mode managérial, qui est plus basé uniquement sur le pouvoir, mais sur d'autres choses. C'est une autre manière de fonctionner. Ça s'appelle parfois le mode collaboratif. Tout ça est à réinventer aujourd'hui, et est en train de s'inventer aujourd'hui. On est bien sous la courbe verte. Et il n'y aura plus moyen de réussir une entreprise en se cantonnant dans les modèles archaïques, pyramidales et hiérarchiques de la courbe rouge. Quatrième critère de réussite. Ça, c'est quelque chose qu'il est essentiel de bien comprendre. Nous sommes dans un monde économique qui, en gros, s'est développé avec la révolution industrielle du début du 19e siècle. Nous sommes dans un modèle économique qui vient de l'industrie née au 19e siècle et qui a été particulièrement développée aux États-Unis pendant le 20e siècle. Nous sommes dans un modèle économique américain, pour le dire de manière un peu raccourcie, mais qui, quelque part, fait sens. Et ce modèle, et loin de moi l'idée de juger en bien ou en mal, ce modèle, comme tout modèle, repose sur des axiomes. Et les deux grands axiomes sur lesquels repose le modèle économique industriel américain, c'est vous n'existez pas si vous n'avez pas une taille importante. Rappelez-vous les dinosaures, hein, il faut être grand, il faut être gros pour exister économiquement. Et pour être gros, il faut vendre beaucoup. Et pour vendre beaucoup, deuxième axiome, il faut que les prix soient les plus bas possibles. Donc on est bien dans une économie basée sur les effets de taille et les effets de prix. Et regardez autour de vous. Regardez les journaux, les magazines ou les reportages économiques. Regardez le classement de toutes les entreprises qui sont classées par taille. La taille du chiffre d'affaires, le nombre d'effectifs, c'est ça qui prime. Les grosses entreprises. Et moi, bêtement, je me dis, tiens, qu'est-ce qui vaut mieux? Une très grosse entreprise qui perd beaucoup d'argent ou une petite entreprise discrète et qui en gagne beaucoup? Vous choisissez laquelle, vous? La deuxième? Tiens, tu m'étonnes. Bon, donc vous voyez bien que le critère est disproportionné, ça ne marche pas. Ça ne marche pas de mettre la taille en avant. D'autant que, et là je voudrais quand même bien pouvoir le détailler un tout petit peu, d'autant que ce modèle économique dit quoi, par exemple? Eh bien, il dit comme M. Henry Ford en 1908. M. Henry Ford en 1908, ben, il lance la Ford de T, avec comme idée fondamentale de la faire à un prix tellement bas que tous ses ouvriers puissent l'acheter. Belle idée. Et M. Ford dit vraiment, c'est pas une blague, dit la Ford de T, vous pouvez l'acheter de la couleur que vous voulez à condition que ce soit noir. Qu'est-ce qu'il dit quand il dit ça? Il n'est pas débile, hein, Henry Ford. Henry Ford, il dit simplement, venez pas m'emmerder avec des détails de couleurs. Si vous me demandez du choix de couleur, ben je dois avoir soit des lignes parallèles, soit je dois arrêter ma ligne, faire le temps de changement d'outil nettoyer, etc., relancer sur une autre couleur. Dans les deux cas de figure, ça fait augmenter les prix de revient, donc ça fait augmenter les prix de vente. Donc si vous voulez du prix bas, m'emmerdez pas. Ça s'appelle la standardisation. Juste derrière un autre monsieur dont vous avez probablement entendu parler, il s'appelle Taylor, invente quelque chose qui s'appelle le Taylorisme, mais en gros, c'est quoi le Taylorisme? C'est très simple. C'est-à-dire aux gens dans les ateliers, dans les magasins, surtout, vous ne réfléchissez pas. On a payé quelqu'un de très cher pour mettre au point des modes opératoires et des procédures, vous les appliquez, et en aucun cas, vous ne faites l'usage de vos neurones. Aujourd'hui, vous tous, dans vos milieux, vous dites exactement le contraire à vous-même et à vos collaborateurs en disant, mais mon Dieu, soyez créatifs, soyez intelligents, faites marcher vos neurones, réfléchissez. Donc on est déjà sorti du taylorisme. Et le taylorisme, pourtant, c'était une bonne idée. Puisque si on laissait les gens inventer des trucs plutôt que d'appliquer les modes opératoires, ben, il y avait de fortes chances qu'il y avait des erreurs, donc il fallait des temps de correction d'erreurs, donc ça augmentait les prix de revient. Donc c'était une bonne idée de ne pas faire ça.
Et aujourd'hui, c'est pas jouable. Comme le Fordisme, c'est plus jouable non plus. La standardisation à l'outrance, dans un monde tel que le nôtre, où tous nos clients exigent du personnalisé, du sur-mesure, ça marche plus. Alors il y a le troisième qui est pas mal aussi. C'est le capitalisme au sens technique du terme. Le capitalisme, c'est un raisonnement qui est fondé sur une idée extrêmement subtile et intéressante qui s'appelle les effets d'échelle. J'explique. Une manière de baisser les prix de revient, c'est de diluer les coûts fixes sur une production plus grande. Donc, autrement dit, l'impact des coûts fixes par unité produite diminue. Donc, le prix de revient diminue, donc on peut diminuer le prix de vente. Et ça marche très bien. Il faut pour ça, néanmoins, augmenter sa capacité de production, donc investir, donc avoir accès aux capitaux, donc rémunérer les capitaux de manière affluente. Ça s'appelle le capitalisme et je n'y vois aucun problème. Sauf que, aujourd'hui, ce ne sont plus les patrimoines matériels qui font valeur, ce sont les patrimoines immatériels qui font valeur. Et là, l'effet d'échelle, il ne joue plus. Pour le dire de manière un peu cruelle, mettez 20 cons ensemble dans une salle, ça ne fait pas un prix Nobel. Donc voilà, on est bien en rupture systématique avec les grands axes, les grands axiomes de ce modèle économique qui a été extrêmement puissant pendant très longtemps. Encore une fois, je ne crache pas dans la soupe. Je dis simplement qu'à un moment donné, il faut pouvoir se rendre compte qu'un modèle est usé. Vous en avez pas marre, vous, d'acheter des produits certes bon marché, mais qui valent rien. Vous ne commencez pas à en avoir jusque par-dessus la casquette, d'avoir des trucs inutilisables, qui cassent tout de suite, qui sont en panne tout le temps, l'obsolescence programmée, ça ne vous casse pas les pieds à longueur de journée. Est-ce que vous êtes content parce que vous achetez bon marché pour mettre dans votre assiette? Je pense que non. Hein. Donc ça veut dire qu'on est bien là, dans la fin de la logique du prix bas. C'est qu'à partir d'un certain moment, si on veut encore baisser les prix de revient, il n'y a plus qu'une manière de faire, c'est de baisser la qualité. Et baisser la qualité, ça on n'en veut plus. Donc ça veut dire qu'on est en train, pour une bonne part d'entre nous, de basculer gentiment dans une autre logique, qui n'est plus une logique du prix bas, qui est une logique de la valeur haute. Ça veut dire quoi ça? Bon, moi je suis un bon paysan, je viens d'une famille paysanne, moi j'adore le bon sens paysan. Et le bon sens paysan, moi je l'entends parler. Et il dit, ah, je ne suis pas assez riche pour me payer le bon marché. Oh, le bon marché, ça finit toujours par coûter trop cher. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, ça veut dire que finalement, la notion de prix et la notion de valeur, c'est pas la même chose. Mais pas du tout. Et si on vient bien regarder ça d'un point de vue économique, ben le prix, c'est la première dépense que vous faites par rapport à une acquisition. C'est la première sortie d'argent. Mais dès que vous avez acquis, restons dans le monde agricole, dès que vous avez acquis votre tracteur, vous avez dépensé, c'est bien, et puis vous commencez à l'utiliser. Donc vous avez d'autres dépenses qui viennent se cumuler. Vous avez les frais de fonctionnement, les frais de dépannage, les frais de maintenance, d'entretien, et puis en bout de course, là, et puis toutes les taxes, et tout ce que vous voulez. Et puis en bout de course, une fois qu'il est vraiment mort de chez mort, le tracteur en question, ben, il va falloir le démanteler, il va falloir le démonter, il va falloir l'évacuer. Et tout ça, ça va coûter. Et donc moi, bon paysan assis sur mon portefeuille, je me dis, mais c'est complètement débile de raisonner en termes de prix d'achat. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'optimisation de l'ensemble de toutes les dépenses, sur toute la durée de vie de mon tracteur. Et là, on bascule d'une logique de prix à une logique de valeur. Et c'est bien ça qu'aujourd'hui, on voit monter en puissance. La valeur, c'est pas le prix. Et donc, vous voyez que corrélativement à ça, il y a la notion de qualité qui monte en puissance de nouveau. Nous voulons avoir des produits de qualité. Oh, certes, pas à n'importe quel prix, j'entends bien, le prix reste un des paramètres de décision d'achat, mais pas le seul. Donc la qualité. Et la qualité, c'est pas uniquement la qualité des produits et des services, c'est aussi le qualitatif. Et on retourne à réussir sa vie. Évidemment, la qualité de vie. La qualité de vie. La qualité de vie pour soi, globalement, la qualité de vie au travail, la qualité de management de l'entreprise, la qualité des relations dans l'entreprise, la qualité de l'ambiance, la culture, des valeurs de l'entreprise. On est bien dans le qualitatif. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle un peu hâtivement la génération Y, nous le rappelle tous les jours.
Ils nous disent, attends, moi ce que je veux, c'est ta qualité de vie. Je veux mon salaire, mais je veux aussi d'abord ma qualité de vie. Pas plus tard que vendredi dernier, j'avais en face de moi un chef d'entreprise complètement outré, mais complètement outré, qui me dit, écoute, j'ai engagé un commercial remarquable, un type de 28 ans, il est génial, il a tout le talent qu'il faut, toutes les compétences qu'il faut. C'est extraordinaire, et donc c'est une entreprise qui se trouve à Aix-en-Provence. Et il dit, ben, la semaine dernière, je lui ai dit, ben, écoute, il faudrait que tu ailles passer 3 jours à Paris, parce qu'il y a, je ne sais plus quoi, enfin, peu importe. Et le gamin de 28 ans, il a dit non. Moi, je ne découche pas, point. Vous voyez la tête du boss, là, hein? Il dit, c'est incroyable. Et pourquoi qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Elle dit, non, moi, je ne découche pas. C'est une règle de vie. Ma qualité de vie passe par le fait que je dors le soir chez moi. Et donc, s'il faut aller ailleurs, je ne le fais pas, quoi. Ça change la vie quand même. Donc ça veut dire que très clairement, ce genre d'attitude est une attitude qui est en train de monter en puissance aujourd'hui, de manière extrêmement claire, et que quand ma mère à moi me disait, ma mère disait des phrases, me disait, mon fils, si tu veux être digne du nom d'homme, il faut que tu travailles, il faut que tu étudies, c'est par le travail et l'étude que l'on devient digne du nom d'homme. Je l'ai entendu quelquefois ça. Vous dites ça à un gamin de 18 ans aujourd'hui, il est mort de rire. Il est mort de rire. Qui a raison? Le gamin d'aujourd'hui ou moi-même? J'en sais rien. Je dis simplement que je fais la photo, je fais le constat, leur rapport à la vie, à la qualité de vie, à la réussite de la vie a changé, c'est tout. Réussir dans la vie, réussir sa vie, c'est pas la même chose. Et qu'il y a une génération ou 2 générations, l'obsession c'était réussir dans la vie. Ça veut dire réussir dans le regard des autres. Ça veut dire monter le niveau social, monter le niveau de richesse, avoir les attributs de la notoriété et de la respectabilité sociale. Aujourd'hui, bah, c'est plus tout à fait comme ça. C'est même plus du tout comme ça pour certaines franges de la population et qui sont croissantes. Donc vous voyez bien que c'est en train de changer. De nouveau, je ne suis pas un moraliste. Je ne suis pas là pour dire ce qui est bien et ce qui est mal. Je suis là pour faire la photo. Et la photo, elle dit on est en train de changer. Donc, qualité. Et cinquième rupture. La 5e rupture est plus philosophique. J'espère que vous me pardonnerez, mais c'est important de temps en temps, je crois, de prendre un peu de recul et de regarder les choses avec le regard du philosophe. Et que nous disent les philosophes? Ils disent, ben, à la Renaissance, il y a une grande rupture comme aujourd'hui. Tiens, il y a 550 ans, justement, ça tombe bien. Hein? Donc ça colle bien avec le modèle. Il y a 550 ans, on a bifurqué. On a quitté la féodalité, et la féodalité était obsédée par la notion de salut des âmes, et on a basculé avec la Renaissance dans la modernité. Et toute la modernité s'est construite sur une notion claire, précise, qu'Auguste Comte au XIXe siècle a appelée la religion du progrès. La religion du progrès. Le progrès de l'humanité par la libération de l'homme. Et ça nous a porté pendant 550 ans. Ça a été la libération de l'homme par rapport à la tutelle de l'Église au XVIe siècle par les humanistes. Au XVIIe siècle, c'était les cartésiens, c'était Descartes, c'était l'idée de libérer l'homme de l'ignorance par la science et la connaissance. Et puis après, c'est le siècle des Lumières, libérer l'homme de la tyrannie des despotes. Et puis le XIXe siècle, c'était libérer l'homme des aléas de la nature et de la faiblesse par la technologie, par la technique. Et ça aboutit au XXe siècle. Et le XXe siècle, c'est une catastrophe. Le XXe siècle, c'est un siècle nihiliste. Je pense que les historiens, plus tard, verront ce siècle-là comme le siècle le plus sanglant de l'histoire de l'humanité. Juste un chiffre. Sur un siècle, 600 millions d'êtres humains ont été assassinés pour des raisons idéologiques. Partout dans le monde pendant un siècle. Les mots-clés du XXe siècle, c'est quoi? C'est Verdun, c'est Auschwitz, c'est Goulag, c'est Hiroshima, c'est Céveso, c'est Bhopal. Avouez que comme conclusion de 5 siècles de progrès, on peut quand même discuter un peu. Alors, progrès technique, oui, bien sûr. Progrès matériel, oui, bien sûr. Mais progrès moral, mais progrès humain, mais progrès spirituel, on peut se poser des questions. Et donc, je
crois que le début de ce XXe siècle montre clairement qu'il y a une bifurcation forte qui est en train de se faire, avec beaucoup plus de modestie. Oh, c'est pas la libération de l'humanité par le progrès. Non, c'est tout simplement comment je fais dans ma vie à moi pour vivre à peu près correctement par rapport à moi, par rapport aux autres, par rapport au monde qui m'entoure. Comment je fais pour me construire un mode de fonctionnement de bien-être et de bien vivre, de vivre bien, avec la notion de bien morale, éthique. Et donc moi j'en arrive à dire que ça, c'est la 5e dimension pour réussir sa vie aujourd'hui et pour réussir l'entreprise aujourd'hui, c'est la notion d'intériorité, c'est mon vocabulaire. Intériorité, c'est intériorisation de l'existence. Ça veut dire quoi concrètement? Ben ça veut dire des trucs tout ça. C'est donner du sens à ce qu'on fait. C'est donner du sens et de la valeur à sa vie. C'est donner du sens et de la valeur à ce que l'on fait dans l'entreprise, à son travail. Et c'est pas si simple que ça. C'est répondre d'abord à la question du pourquoi, et non plus, comme on l'a fait très longtemps, la question du comment. Le problème aujourd'hui, c'est pas comment faire. La technologie, elle s'est développée de manière folle. Et les gamins, entre nous soit dit, la maîtrisent beaucoup mieux que nous. Donc le problème, c'est pas comment faire. Le problème, c'est pourquoi faire. Donne-moi une bonne raison, monsieur le chef, de mettre mes talents et mes compétences au service de ton entreprise. Ça, c'est répondre au pourquoi. C'est donner du sens. C'est donner de la valeur. Et c'est pas si simple que ça. Mais comprenez bien un truc. C'est que vous, dirigeants d'entreprise, si vous ne parvenez pas à répondre à la question « Pourquoi mon entreprise ?», il ne faudra pas vous étonner si le matin à 6 h quand votre réveil sonne, vos collaborateurs ne puissent pas répondre à la question « Pourquoi me lever ?» Donnons une bonne raison aux gens de faire ce qu'ils ont à faire dans le cadre de ce projet collectif et de cette aventure humaine qui s'appelle l'entreprise. Et ce n'est pas aussi simple que ça, j'entends bien. Et en plus, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de définition universelle de ce que c'est que la finalité de l'entreprise. Moi, ça m'arrive très souvent de demander à des chefs d'entreprise, mais finalement, c'est quoi la finalité de votre entreprise? Votre entreprise, pourquoi faire? Elle sert à quoi, votre entreprise? Souvent, la réponse que j'ai, c'est la réponse du banc de macro à l'étal du poissonnier. Il faut aller un peu plus loin. Il faut insister. C'est quoi la finalité de votre entreprise? Et alors là, et là je vous provoque un petit peu juste pour le fun, mais on est entre nous. La réponse que je reçois est souvent la plus stupide que je connaisse. C'est de dire, enfin, allez-y, vous savez bien, la finalité de l'entreprise, c'est le profit. C'est pas vrai. Mais c'est juste pas vrai. C'est un mensonge. Alors, je vous rassure, je ne suis pas cryptogauchiste. Le profit est indispensable à l'entreprise. Indispensable à l'entreprise. Le profit, c'est le carburant qui permet à l'entreprise de se développer, d'avancer, de se déployer. Évidemment qu'il faut du carburant, évidemment qu'il faut du profit. Mais c'est pas un but, ça. C'est un moyen, c'est une conséquence, mais c'est pas un but. Quand vous allez faire le plein de votre réservoir de voiture à la pompe, c'est pas l'essence qui décide d'ouvrir la voiture. Donc il faut du carburant, bien sûr, mais pour aller où? Pour faire quoi? Et maintenant je passe juste un cran au-dessus. Et je parle plus d'une entreprise, mais je parle de l'économie. Aujourd'hui, la question se pose, elle ne se posait pas il y a 20 ans. L'économie est au service de quoi? L'économie, globalement, pourquoi faire? C'est quoi le but du jeu? Alors, on sait en tout cas 2-3 trucs maintenant. On a bien compris depuis 2007-2008 que l'économie au service de la finance, c'est une catastrophe. Dans le sens inverse, ça va bien. Et dans ce sens-là, ça ne va pas du tout. L'économie au service de l'économie. Ça, c'est la thèse américaine. C'est-à-dire, c'est le serpent qui se mord la queue. On fait de l'économie pour faire de l'économie, ce qui permet de faire de l'économie pour faire de l'économie. Et puis, il y a d'autres réponses possibles. Alors, je vous laisse mettre la réponse à donner, mais je pense que c'est une des questions fondamentales aujourd'hui de notre monde à nous. Tant qu'on n'aura pas répondu à la question l'économie, pourquoi faire? La connaissance, pourquoi faire? La politique, pourquoi faire? On finira par tourner en rond dans des mondes qui sont de plus en plus absurdes.
fait du bien de le dire. Alors, moi, je termine la théorisation sur quelque chose. De donner du sens, oui, donner de la valeur, oui, donner du sens et de la valeur au travail, à la vie, j'entends bien. Mais comment on fait? Oh ben c'est tout simple. C'est vraiment tout simple. Il y a un mot-clé. Tout être humain, vous y compris, est toujours partant pour une aventure à une condition. C'est qu'il puisse en être fier. Nous avons tous envie d'être fiers de ce que nous faisons au quotidien. Et être fiers de ce qu'on fait, ça donne du sens à ce qu'on fait. Ça donne de la valeur à ce qu'on fait. La première fois où j'ai découvert ça, c'était un jeune clampin, je venais d'être nommé directeur dans une usine d'industrie lourde. Et un des ouvriers, un plus vieux bonhomme, là, qui, enfin, je sais pas, avait une relation au sein hyper sympa. Et à un moment donné, on est dans le village à côté de l'usine, et puis il m'arrête et il me dit, t'as vu ça? C'est moi qui l'ai fait. Tout est dit. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Il est fait. Donc voilà, l'intériorité, c'est quoi? C'est donner du sens, donner de la valeur, permettre à soi-même d'abord et à nos collaborateurs ensuite d'être fiers de ce que l'on fait, de ce qu'ils font à longueur de journée. Alors, j'ai envie de vous montrer deux petits dessins qui ne sont pas de moi. Je ne sais pas de qui ils sont. En fait, ça a été une amie à nous qui à l'île de la Réunion a trouvé un t-shirt avec ses dessins, m'a envoyé. Et donc, je ne sais pas qui a créé ce t-shirt. Et donc, je ne vais pas citer des sources, qui est une faute grave pour un scientifique. Mais je ne peux pas le faire. Je ne sais pas. Alors ces dessins, je les ai un peu trafiqués, évidemment, pour vous montrer la grande différence qu'il y a entre le mode de fonctionnement sur la courbe rouge et le mode de fonctionnement sur la courbe verte. Et le mode de fonctionnement sur la courbe rouge, ben, c'est celui-là. L'homme étant le pour l'homme, le darwinisme, la lutte pour la survie. Vous connaissez ça comme moi, donc la concurrence outrancière. Hein, encore pour référence à mon MBA il y a très longtemps, c'était le professeur qui disait qu'est-ce que vous devez faire avec. Comment vous devez avoir de relations avec vos concurrents. Alors il y a des tas de gars qui lèvent le bord pour y répondre, il y a des tas de réponses intelligentes qui sortent, mais il n'y en a aucune qui lui convient. Et à la fin, quand il n'y a plus de suggestions venant de la salle, il donne sa réponse à lui. With competitors, just one thing, kill them. Hein, avec les concurrents, une seule chose à faire, le tuer. Bon, ben c'est ça. Eh ben la courbe verte, c'est pas ça du tout, c'est ça. Et ça vaut la peine d'être médité. Ça vaut la peine de comprendre que finalement, le but du jeu, c'est pas d'être gros. Le but du jeu, c'est d'être capable de porter des beaux projets. Et qu'une bonne manière de porter de beaux projets, c'est de s'organiser de manière réticulée, c'est-à-dire en réseau, et vous voyez que c'est cohérent avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il me reste un quart d'heure, hein, c'est bien ça? Moins qu'un quart d'heure. Tu es dur avec moi. Allez, on va terminer. J'ai quand même une dernière photo à vous montrer après celle-là, mais celle-ci, je voudrais vous en parler un tout petit peu parce que bon, on est quand même ici de réunis autour d'Anne et de son équipe et où on est au cœur de ce basculement incroyable de stratégie par rapport à ce qu'on appelait dans le temps la ressource humaine. C'est un entre nous soit dit qui m'énerve absolument. La ressource humaine, ça ne veut rien dire. Hein. Donc, je préfère parler patrimoine immatériel. L'idée qu'il y a derrière, c'est de dire, mais dans le fond, tous ces changements-là, ils sont portés par des êtres humains. Les changements de comportement, ils existent. Les changements d'attitude, ils existent. Le basculement des valeurs de vie, ils existent aujourd'hui.
Ce collaborateur de demain, est-ce qu'on pourrait éventuellement tracer un portrait, sachant qu'un portrait est toujours caricatural, donc toujours faux, j'entends bien. Mais est-ce qu'on peut en donner quelques dimensions? Ben oui, et c'est ça que j'aimerais faire pour terminer. Premier moteur de notre collaborateur de demain, c'est l'accomplissement de soi. C'est son truc à lui. Il est dans son trip à lui. Et l'entreprise qu'il emploie n'est une entreprise acceptable que si elle contribue à son accomplissement personnel. Vous allez me dire, mais enfin c'est d'un égoïsme délirant, c'est du narcissisme, c'est du non-monisme. Non, c'est une autre manière d'exprimer la chose que nous connaissons tous depuis toujours, c'est qu'une bonne collaboration est une collaboration gagnant-gagnant. Et ça veut dire quoi pour lui gagner? Ben pour lui gagner, ça veut dire avoir la possibilité à travers son travail de s'épanouir et de s'accomplir lui-même. Et ça doit être gagnant-gagnant, sinon ça ne marche pas. L'abnégation et le sacrifice au travail, la valeur absolue du travail, je pense que ça fait partie de l'ancienne morale et que ça ne fera pas partie de la nouvelle. Ce qui ne veut pas dire que le travail ne puisse pas être regardé de manière positive et morale, éthique plutôt. Hein? Ça, c'est extrêmement clair aussi. D'ailleurs, je vous ferai une parenthèse, mais je ne vais pas être trop long, sinon Anne nous va faire les grands yeux. Le mot travail est un mot épouvantable. Vous savez ça? L'étymologie du mot travail, c'est tripalium en latin. Et le tripalium, c'est un instrument de torture. C'est effrayant. Hein? Pourquoi on ne dit pas mon ouvrage ou mon œuvre? Hein? Moi, je ne dis jamais je vais faire un travail, je dis toujours je vais exercer mon métier. C'est pas du tout la même chose. Hein? Donc, je pense que le mot travail est déjà en soi porteur de toute une, mythologie derrière lui qui est pas bon. Enfin bon, toujours est-il, accomplissement de soi, première grande idée. Deuxième grande idée, je l'ai déjà esquissé, mais j'y reviens, c'est le point central qui est la qualité de la vie en général. Vous savez, quand moi j'ai commencé à travailler, et on était au début des années 70, par là, ouais, oui, milieu des années 70, il aurait été à ce moment-là, mais inconcevable, qu'un collaborateur dans une entreprise refuse une promotion. Ça n'avait pas de sens. Ça n'avait pas de sens. Quelqu'un qui refuse une promotion, c'est quelqu'un qui, par définition, n'a pas les qualités d'énergie, de volonté, d'ambition qui font qu'un collaborateur est bon ou mauvais. Donc, autrement dit, refuser une promotion, c'est inacceptable. C'est un suicide professionnel. Aujourd'hui, dans nos entreprises, regardez, des gens qui refusent des promotions parce qu'ils préfèrent rester dans la même équipe, parce qu'ils préfèrent le métier qu'ils font, parce qu'ils se sentent bien dans cette ambiance-là, dans cette qualité de vie-là, il y en a plein tous les jours. Et ce n'est pas du tout un problème. Hein, donc la notion de qualité de vie est en train de monter en puissance aujourd'hui, mais dans toutes les dimensions. Créativité, avec un autre mot qui est adaptatif. C'est clair aujourd'hui que les collaborateurs montants, ceux qui arrivent, ils ont quelque part en eux, lié d'ailleurs à la notion d'accomplissement de soi et de qualité de vie, l'idée simple qu'un travail, pour être enrichissant, doit être créatif. Qu'il faut pouvoir faire preuve d'imagination, qu'il faut pouvoir mettre son imagination en œuvre, qu'il faut pouvoir mettre en œuvre ses talents, et que c'est par ses talents et ses imaginations que finalement on construit un travail intéressant qui vaut la peine d'être vécu. Donc la créativité, la mise en œuvre de la créativité devient un point stratégique important, mais c'est une créativité adaptative. Ça veut dire que la notion de carrière, comme on l'imaginait dans le temps, hein, où il faut absolument faire son cursus honorum pour dire je réussis, eh bien celle-là elle est moins vraie. C'est-à-dire, permets-moi d'être créatif et moi je suis prêt à m'adapter à tous les projets. Je suis prêt à naviguer à l'intérieur des aventures de l'entreprise, à condition que vous puissiez être créatif et donc m'y accomplir. Alors, détachement intérieur, ça c'est quelque chose qui est un petit peu plus compliqué, je vais essayer de vous illustrer en vous racontant une histoire tout à fait ahurissante et passionnante. Je suis dans le bureau d'un PDG, qui est peut-être un ami avec qui je connais depuis très longtemps, et on arrive à l'heure où on allait partir tous les deux déjeuner. Voilà. Et
vraiment quelques minutes avant qu'on quitte son bureau, il y a le DRH qui vient pour présenter une nouvelle recrue. Officiellement, le gars est arrivé le matin, on a fait le tour des usines, et puis bon, on va voir le boss pour dire bonjour. Et donc, il arrive, et le PDG en question a accueilli le gars qu'il connaissait déjà, qu'il avait rencontré, avec qui il avait discuté, donc tout ça va bien, et je suis content de vous accueillir, vraiment ça me fait plaisir, et on va bien travailler ensemble, enfin, voilà, vous connaissez le genre de discours. Et puis à un moment donné, il dit d'ailleurs, aujourd'hui ce ne sera pas possible, mais demain, j'aimerais beaucoup qu'on se voit, parce qu'il va quand même falloir rentrer dans certains détails, et notamment de fixer vos objectifs dans votre fonction. Et le gamin en face qui dit un non. Non, des objectifs, j'en veux pas. Attends, je vais t'expliquer quelque chose. Nous sommes dans une entreprise sérieuse, gérée sérieusement, avec des méthodes de gestion sérieuses, et nous faisons de la gestion par les objectifs. Donc chacun a ses objectifs, il y a des objectifs personnels, des objectifs collectifs, et puis en fonction de l'évolution des choses, on mesure les écarts par rapport aux objectifs, ça permet d'avoir des plans de correction, etc. etc. Il dit, oh non, ça va, je connais bien, vous savez, je sors de l'école de commerce, ça va, je connais bien. Mais non, j'en veux pas d'objectif. Ça commence à sérieusement agacer évidemment le PDG, et qui dit, mais attends, il faudra quand même que tu m'expliques là. Hein. Et alors, ce que le gamin a répondu, ça mérite d'être réfléchi de secondes. Il a dit, écoutez, moi, j'ai fait des études de bon niveau. Et j'ai eu plusieurs possibilités d'embauche. Et j'ai vraiment choisi votre entreprise. Pourquoi? Pour la raison toute simple, c'est que le projet de votre entreprise me passionne. Le métier de votre entreprise m'enthousiasme. Je vais donner le meilleur de moi-même dans tout ce que je vais y faire parce que je suis passionné par ce que cette entreprise est et fait. Donc, dit-il, comme je vais donner le meilleur de moi-même, c'est pas la peine en plus de me mettre des objectifs. Quoi que vous me demandiez de faire, je vais le faire à fond et parfaitement. De deux choses l'une. Ou bien c'est assez, dans ce cas-là, les objectifs sont inutiles, ou bien c'est pas assez par rapport à l'idée que vous en faites, ou bien il faut me virer, et n'emmerdez pas les objectifs. Alors, évidemment, ça ne colle pas. Évidemment, c'est une attitude extrêmement individualiste qui ne veut pas accepter le fait qu'il y ait une culture d'entreprise, des modes de fonctionnement collectif, etc. Donc ça peut pas fonctionner. Mais j'ai trouvé quand même que l'argument du gamin, ça valait la peine d'y réfléchir deux fois. Autonomie responsable, autonomie, ça c'est une chose terriblement importante aujourd'hui, une revendication lourde de la part de nos collaborateurs stratégiques de demain, ils veulent être autonomes. Et vous pouvez, je pense, si vous êtes suffisamment prudent, aller dans le sens de l'autonomie, mais en disant bien ceci. Attention, l'autonomie, ce n'est pas l'indépendance. Être autonome, c'est être maître de son comment, mais pas de son pourquoi. Être indépendant, c'est être maître des deux. Être autonome, c'est être maître de son comment, c'est-à-dire, étant donné une mission qui est donnée, étant donné une contribution à faire au projet collectif, alors je suis maître, moi, du comment je fais ça. Ça, c'est l'autonomie. Ce n'est pas l'indépendance. Et si vous laissez la confusion s'installer entre autonomie et indépendance, vous créez des baronnies, et la baronnie, c'est l'explosion de votre entreprise. Aussi simplement. Donc, détachement, j'en ai parlé, je pense, oui. L'interdépendance, oui, ça c'est quelque chose d'important, c'est très curieux parce qu'on pourrait avoir l'image de ce collaborateur montant comme étant quelqu'un de terriblement selfish, terriblement nombriliste et tout ça. Pas du tout. Pas du tout. Il a un sens profond d'interdépendance avec les autres. Et il sait très bien qu'il ne pourra pas construire la qualité de sa vie, ne pourra pas réussir sa vie s'il ne contribue pas en échange à la qualité de la vie de ceux qui l'entourent, de la réussite de la vie de ceux qui l'entourent. Donc cette notion d'interdépendance globale est très présente et ne pose pas de problème en soi. Ne pose pas de problème en soi. Donc autrement dit, vous sentez bien qu'il y a deux pédales là. Il y a la pédale autonomie qui est plutôt tournée vers soi et la pédale interdépendance qui est plutôt tournée vers les autres. Et que là, il y a quelque part une dialectique intéressante de construction à mettre en place. Et enfin, la dernière caractéristique que je voudrais mettre en avant, et je termine par là,
C'est la notion du sens du respect, la notion du sens du sacré. Il y a des choses qu'on ne fait pas, point. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Et là, je pense que nous sommes en train de voir la montée en puissance dans le monde entrepreneurial en général, de notions telles que la responsabilité sociétale des entreprises, la notion de valeur d'entreprise, la notion d'éthique des affaires. Bon, alors ceux qui en parlent le plus en général sont ceux qui en font le moins, mais n'empêche, on voit bien qu'il y a là une espèce d'exigence qui est en train de monter et qui est indispensable. Et cette idée-là, moi je crois qu'il faut bien y réfléchir. Et quand je parle d'éthique, et je termine vraiment par ça avant de vous montrer ma dernière petite photo, la notion d'éthique, ne tombez pas dans la moralisation. Moi, il n'y a rien qui m'énerve plus que des entreprises qui me disent mais quelles sont vos valeurs morales, vos valeurs d'entreprise, pardon, qui parlent de valeurs morales du genre, nous, et la main sur le cœur, c'est indispensable, hein. Nous sommes honnêtes et au service du client. Attends, t'as déjà vu quelqu'un qui dit le contraire, non? C'est ça, c'est pas ça les valeurs d'entreprise. Les valeurs d'entreprise sont comportementales, elles ne sont pas morales. C'est comment est-ce qu'on se comporte quand un client arrive, comment on l'accueille, quelle déférence, quelle bienveillance on a à son égard. Ça, oui, l'honnêteté, bon, arrêtez. Bon, voilà, donc, vous voyez, réussir sa vie, réussir son entreprise, ben, c'est passer de la courbe verte à la courbe rouge à la courbe verte, que pour ça, il y a 5 mots-clés, souvenez-vous, fluidité, complexité, immatérialité, oui, intériorité, j'en oublie un, bien sûr, c'est toujours le même, complexité, hein, c'est 5 mots-clés, et que derrière ça, ça enclenche des comportements qui sont des comportements et des exigences de nature relativement différente. Voilà, c'est un peu le bout de mon exposé. Je vous avais promis juste une dernière photo. Moi, je l'aime beaucoup. Malheureusement, c'est une photo réelle qui a été prise et elle est en anglais, mais je pense que vous allez la comprendre tout de suite. Sorry for the inconvenience, we are trying to change the world. Donc, désolé du dérangement, nous sommes seulement en train de changer le monde. Eh bien, je vous souhaite de changer le monde. Merci, ça fait bien. Est-ce que vous avez des questions à poser pour quelques minutes à Marc? C'est un peu dur, hein. Oui, Jean-Philippe. Merci. Bon, Marc, j'ai 2 questions à poser. La première, c'est est-ce que tu penses que la jeune génération, qu'on qualifie effectivement une génération Y, n'a pas besoin de ce sentiment d'appartenance par rapport à l'entreprise dans laquelle ils vont évoluer? Bon, tu en as dit 2 mots, mais j'aimerais bien que tu complètes tes propos. Et la deuxième question, c'est une question un petit peu plus légère. J'ai mon garçon qui va avoir 18 ans. Si tu pouvais l'accueillir pendant 15 jours en vacances, ça me rendrait service. Donc, pour ton gamin, il est capable de faire accoucher une ânesse? Parce que c'est mon problème pour l'instant à la ferme. Bon. Sur la première question, qui est une question forte, je voudrais faire 2 commentaires. C'est pas vraiment des réponses, c'est des commentaires. 3. Le premier commentaire, c'est que je trouve que cette théorie des générations est quelque chose qu'il faut prendre avec beaucoup de soin. Parce que c'est un petit peu trop simple de mettre quelques millions de gamins dans le même sac en disant ils sont tous sous cette étiquette-là. C'est pas vrai. Comme toujours, c'est une gaussienne. Et, enfin, on se comprend quand je dis ça, hein, c'est statistique. Et donc, il faut être toujours très prudent. Deuxième chose que je voudrais dire, c'est que cette génération-là, on dit Y, en gros ceux qui ont entre 25 et 35 ans aujourd'hui, entre 20 et 35 ans aujourd'hui, il faut bien comprendre ce qu'ils ressentent. Et il faut bien le mettre en relation avec le diagramme que j'ai montré tout à l'heure, avec la courbe rouge et la courbe verte, parce que nous sommes des purs produits de l'abondance de la courbe rouge, et eux, ils n'y sont plus. Mais ils ne sont pas encore non plus dans la stabilité de la courbe verte.
pour parler le langage paysan, ils sont le cul entre deux chaises. Et c'est pas confortable du tout. Hein, donc ça, il faut bien comprendre quelque part. Hein, et donc, je crois qu'un certain nombre de leurs comportements est lié à ça. Et la troisième commentaire que je voudrais faire me vient d'un philosophe indien dans le sens des Indes, hein, pas les pauvres, qui un jour entendait une réaction de quelqu'un et qui en aparté m'a fait son commentaire. La réaction, la parole à laquelle il a réagi, c'était quelqu'un qui disait « Ah oui, mais place aux jeunes, c'est aux jeunes à faire le monde de demain, c'est à eux à construire. » Et en aparté, il dit « Mais c'est complètement débile. Attends, un gamin, depuis toujours, il consacre 150% de son énergie à se construire lui-même. Comment tu veux qu'en plus il construise le monde? C'est à nous, les anciens, non pas à construire le monde qu'on va leur imposer, mais en tout cas à assainir le monde qu'on va leur proposer. Et moi je pense qu'il faut reprendre nos responsabilités, c'est pas aux jeunes à faire le monde. Et donc voilà, moi je suis un grand défenseur des jeunes, même s'ils sont parfois très cons, j'entends bien, parfois très chiants, j'entends bien, mais je crois qu'il faut comprendre aussi qu'ils ont quelque chose de très très lourd à porter sur les épaules, ça s'appelle un changement de monde. Et que ce n'est pas forcément évident à vivre. Est-ce qu'il y a une autre question? Bon, je pense qu'on va passer. Au revoir. Ouais, voilà. Ouais. Merci beaucoup, Marc. Voilà.